Ah bah si on a le courage de vomir la vérité, on va faire vomir tout le monde. Et c'est bien que les gens vomissent. Moi, je suis pour le vomissure. D'ailleurs, quand vous expirez, c'est vous vomissez quelque chose. Vous vomissez vos angoisses, vos stress, vos traumatismes. C'est ça le souffle. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Moi, j'ai fait travailler des gens par téléphone. Des étudiants qui m'appelaient en me disant « j'ai un examen demain, est-ce que tu peux me faire... je voudrais dormir, je voudrais me reposer. » Pourquoi? Parce que son cerveau, il cartonne. Hein, parce que l'intellectualisme, c'est les études, on intellectualise, on apprend. C'est l'intellect qui fonctionne. C'est pas l'esprit qui fonctionne, c'est l'intellect. Eh bien, je leur faisais faire du souffle et ils dormaient tout... allez, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils dormaient. Par le souffle. C'est une forme d'hypnose, quelque part. Et les somnifères. On peut tout dire. Oui, on peut tout dire. On peut dire que c'est une forme d'hypnose. Quelqu'un qui parle, vous parlez du son, peut hypnotiser quelqu'un par le son, par la voix. Hitler l'a très bien fait, il était extrêmement doué là-dessus, hein. Il l'a fait merveilleusement bien, puis il n'y a pas que lui hein, d'ailleurs. Hein. Si tous les politiques rêvent des fois, en tout cas sur ce côté d'avoir le verbe qu'avait Hitler, le machin, peut-être les politiques ont rêvé d'avoir ce même langage, pas ce même langage, mais cette même force de persuasion. Cette même puissance. Persuasion, percer. Je perce quelqu'un, donc je vais lui faire quand même, je vais faire une intrusion aussi. Hein. Persuasion, percer. Persépolis, moi je sais pas. Voilà, tu sais que chez les Indiens, moi qui ai été vivre un peu chez les Amérindiens, hein, chez les Navajos et chez les Apaches dans le Minnesota, quand ils te regardent, ils font Hug. Vous savez ce que ça veut dire, Hug? Tous là, vous savez ce que ça veut dire, Hug? Ça veut dire je te perçois. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire que l'intellect, c'est pas l'intellect. Hein. Ils te sentent. Je t'entends. Ils t'entendent. Voilà. Mais de l'intérieur, je te perçois. Je perçois ton âme. Je vais te percevoir, donc je vais te percer. Je m'en fous comment tu es habillé. Alors, moi, j'apprends ça. Ça pourrait aider des gens, je dirais n'importe quoi, dans des super flics, des super militaires, des machins. Ils sentent l'odeur. On va sentir notre adversaire par l'odeur. Moi, je sais pratiquement si quelqu'un est dans une pièce ou pas, par mon souffle. Il a plusieurs étages, mon souffle. Il y a plusieurs ouvertures. C'est un protecteur. Il t'amène la vigilance. On peut dormir, on peut se réveiller très 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 vite. On peut s'endormir très très vite. On peut se reposer très vite. Comme ça, bon, je fais mes souffles. Mais j'ai une façon de les faire. Alors, c'est mes secrets. J'ai appelé ça le 13e secret du corps humain. J'ai mes secrets. J'adore les secrets. Et j'ai écrit quand même, les secrets sont faits pour être dits. Donc, les secrets, tu dis un secret à quelqu'un, il va te le dire tout de suite. Il va te dire, tu sais, c'est mon secret, je vais te le... À partir du moment où tu le dis, c'est fini. Est-ce que vous avez des disciples alors? J'ai pas de disciples, j'ai des acteurs et des actrices. Attention, je me méfie beaucoup du mot disciple. Non, parce que je ne suis ni un maître, ni un sage, ni un saint, rien. Je suis un diable. Je suis un diable. Tant qu'on tuera les bêtes à cornes, je serai le diable, je porterai les cornes sur ma tête en leur honneur. On a tué le bouc, on a tué le taureau, on a tué la chèvre, on a mis cocu, par exemple. Cocu, c'est corne, hein, c'est porte les cornes sur la tête. Ben, moi, je suis cocu, je suis un cocu, et je rends cocu l'humanité aussi, d'ailleurs. Hein, je la rends cocu, l'humanité, voilà. Donc, je lui mets des cornes. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, vous posez une question très précise. Vous vous souvenez de votre question? Pas sur les cocus magnifiques, non, sur autre chose. Oui, je disais ça, oui. Je disais simplement que le souffle nous permet d'avoir, entre guillemets, un pourvoir. Pas un pouvoir, un pourvoir. On me dit, vous avez un pouvoir, je pourvois à mon souffle. Et je vois très bien l'histoire. Donc, il a plusieurs essences. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un souffle d'un gosse de la guerre, où il y a eu des génocides à côté de lui, donc des choses terrifiantes pour l'être vivant, enfermé, jugé, enfermé, avec des idéologies d'une terrible perversion. Et ces enfants m'ont donné ce souffle-là. Et ça, je ne peux pas l'oublier. C'est quelque chose, j'en suis très ému, moi-même, parce que j'ai vécu à côté de ces camps. Vous en êtes soufflé. Voilà, merci. C'est-à-dire que ces gosses, moi qui étais en étouffement, parce que ma mère, d'ailleurs, tout le monde croyait que j'allais mourir, parce que j'avais plus de réflexes, plus rien, mon cœur s'amenuisait, les bombes, quand maman était enceinte, donc le ventre de ma mère battait la chamade, tu vois. Et quand je suis sorti, j'étais
comme ça. Je faisais des bonds pour chercher le souffle. Tu sais que quelqu'un, par exemple, tu sais que quand quelqu'un va avoir un cancer, tu sais comment? Par une chose. Par son côté très déstabilisé. Il part comme ça, il part à la maison 10 fois. Il met un clou, c'est pas pourquoi il met un clou. Pour s'occuper, parce qu'il a peur de la mort. C'est la peur de la mort aussi, beaucoup. Hein. Donc, tac. Et là, il va avoir un cancer parce qu'en fait, il va se statifier, il va comment on va dire, à l'intérieur, presque se scarifier de l'intérieur. Se scléroser. Et là, il va avoir un cancer, c'est-à-dire qu'il va plus savoir s'il inspire, s'il expire, et il va déstabiliser son système respiratoire. C'est pour ça que là, j'ai appris le souffle par la souffrance. Et la grâce, je ne mettrai pas de nom dessus, innommable, m'a donné cette ouverture exceptionnelle sur ce souffle qui est exceptionnel. Et j'ai plusieurs témoignages, j'en ai plusieurs témoignages. Tu es un témoin du travail que tu as fait avec moi. C'est pas de dire là, je suis le meilleur et le plus fort, c'est simplement un gosse qui a eu cette survie par l'étouffement. Et le prochain que je fais, mon prochain théâtre, je vais apprendre l'art de l'étouffement. Tant que l'homme n'a pas étouffé, il ne sait pas ce que c'est que le souffle. Il pense qu'il a, ça vient comme ça. Si, l'asthmatique, moi les convulsions, c'est pas de l'asthme. Hein. L'asthme, c'est déjà violent. Hein. Jacques Séguéla, par exemple, que j'ai fait travailler, il était asthmatique. Mais la convulsion, c'est... On se roule par terre. Moi, j'étais à Lyon et les gens se jetaient sur moi en disant « Ah, qu'est-ce qui t'arrive, petit? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Ils ne savaient pas, les gens, ils me voyaient comme ça. Alors, ils appelaient les pompiers de l'époque ou les policiers de l'époque. Et on m'a amené à l'hôpital. Et en fait, après, je me calmais et tout ça. Et qu'est-ce qui me calmait? Le noir. Le noir, toujours le noir. Le sombre. Plus rien. Le vide. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'aimerais bien intervenir sur cette question du noir et de la lumière, parce qu'effectivement, à l'origine, l'humanité vivait probablement dans la pénombre. Et c'est par la suite qu'on a apporté la lumière. Et effectivement, d'une certaine manière, le Shabbat, par exemple, c'est le moment où le jour tombe, la nuit arrive. Oui, et donc c'est quelque chose de très important de se retrouver dans le noir. Au fond, je dirais même que c'est un état presque idéal d'être dans le noir, parce qu'on ne voit pas les gens, on n'est pas séduit par la femme, par exemple, puisqu'on ne voit pas. La femme. On n'est pas. Les gens ne peuvent pas lire, ne peuvent pas utiliser des instruments, etc. Donc il y a une purification par l'obscurité. Et quand la lumière revient, eh bien, à nouveau, il y a des tentations qui se représentent. Je vais aller beaucoup plus loin. Quand j'emmenais mes copains, parce que j'ai fait le combat vital, j'ai monté un groupe, des hommes, des femmes, on s'entraînait sur les ponts, les toits, les grues, avant les Yamakasi. Bien avant eux. D'ailleurs, David Bell est un de mes amis. David Bell a créé les Yamakasi en banlieue. Nous, on était carrément dans le centre de Paris. On avait les flics aux fesses, tout le temps. C'est pour ça qu'il a fallu que je me présente à la préfecture de police de Paris avec Gilles Sanson et Pierre Guimus, qui étaient à l'époque les deux chefs de cabinet de l'époque de Chirac, entre Mitterrand et... C'était la cohabitation entre Chirac et Mitterrand. Mitterrand m'a laissé faire tout ce que je voulais. Je lui dois cette grâce aussi à Mitterrand. J'ai fait tout. J'ai fait l'Arche de la Défense en construction, monté sur les grues. J'emmenais tous mes potes et mes filles là-haut, la nuit. J'ai fait la Bibliothèque nationale. J'ai fait l'Opéra de la Bastille. Donc tout ça, ça appartenait à Mitterrand. C'était la nouvelle Bibliothèque nationale. La nouvelle... Aussi Tolbiac, oui. Oui, absolument. Donc, oui. Tolbiac, mais l'autre, là, des finances, là. Bercy. Bercy, c'est la Cinémathèque. Non, la Bibliothèque nationale, elle est en face de Bercy. Le ministère des Finances. Oui. Voilà. Oui, mais ça, c'était Mitterrand qui l'a fait aussi. Voilà. Nous, on était dans les chantiers. En fait, on était dans les chantiers, nous. Je les entraînais dans les chantiers, c'est-à-dire les grues, les machins, et on marchait pieds nus. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe à travers les clous, à travers toutes les... Et je leur disais, observez, vous êtes pieds nus, mais observez. Donc ça nous poussait à l'observation. Quand tu marches pieds nus, tu es beaucoup plus observateur qu'avec tes godasses. Godasses, tu vas marcher dans les merdes des chiens, tu vas pas faire gaffe. Et voilà. Et par contre, pieds nus, tu as tout un style, tu as toute une façon de marcher, de souplesse, de légèreté quand tu es pieds nus. Bien. Donc j'ai fait tous ces... Mais on se retrouvait aussi avec la police qui nous courait après. Et donc, comme moi j'étais entre guillemets le leader, on me mettait en garde à vue. Donc, voilà, donc c'était super, je faisais la bougie dans les trucs, en garde à vue, des blagues, des machins, enfin ceux qui étaient là et tout ça. Tout ça pour te dire que j'ai appris l'espace, le souffle dans l'espace. On n'a jamais eu de blessés graves. Alors qu'on montait, attends, c'était pas des sportifs, hein, les mecs, hein.
où les nanas, elles travaillaient dans les bureaux comme ça, par exemple ici, les gens de bureau, et je les emmenais la nuit s'entraîner. On commençait à 9h du soir l'entraînement. C'est un truc de fou. Le soir. Et jamais eu d'accident parce que ce souffle est un souffle protecteur. Il nous démontrait que, attention, danger ici, danger, sans le mot, sans rien. Moi, je parlais pas, je parlais très peu. Et hop, on suivait. Il y avait une discipline, bien sûr. Chacun s'autodisciplinait, chacun regardait pour l'autre. C'était vraiment génial. Et j'ai été extrêmement respecté dans mon histoire. Et je le fais toujours, les ponts et toits. D'ailleurs, au printemps, je refais mon ambassade, l'ambassade du humain, sur la passerelle de Billy, avec les gens qui vont venir. Je vais faire travailler le souffle et tout ça. Non, c'est un souffle très d'amour d'abord et très spécial. Parce que justement, il n'a pas de technique. Il a une expérimentation. Il vient d'un gosse qui vient de loin, d'Allemagne, avec toute la merde qu'il y a pu y avoir, toute la saloperie qu'il y a pu y avoir là-bas. Et puis de revenir avec... j'essaie de faire revenir la beauté. Moi, j'avais écrit « La beauté se tue en beauté », le saviez-vous? On n'aime pas la beauté. L'humain, il n'aime pas la beauté. Il déteste ça. Il ne la supporte pas. Donc, la beauté de l'âme, la beauté de l'être, la beauté de courir, la beauté de danser, de jouer, voilà. Et c'est très jazzy, moi, ce que je fais. Hein. Quand je suis là, par exemple, je fais... Et j'ai été élevé au rythme et à la rythmique surtout, parce que quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Et là, je pensais que j'allais mourir. La grâce arrivait. Et... alors que c'était... Et ça remonte un mort. D'ailleurs, j'ai dit que la mort n'existait pas. Dans mon souffle, la mort n'existe pas. Ceux qui prennent le souffle avec moi, c'est hyper prétentieux quand même, c'est un truc de fou. Je dis que la mort n'existe pas. La mort est un leurre. La mort est un leurre. Et qu'en fait, l'homme pourrait exister dans ses externités, pas dans ses internités. Je mets toujours le EX devant. Sortir de. Si on sort, on gagne. Mais c'est le saut dans l'inconnu de Castaneda. Moi, quand j'ai plongé au Groenland, j'ai sauté dans le Groenland, tout le monde m'a dit que j'allais mourir. Ma mère, en premier, m'a dit « Mon fils, je ne vais plus te revoir. » J'ai dit « Si, maman, t'inquiète pas, je vais revenir. Je suis un fantôme, je vais revenir. Tu sais, les fantômes, ils partent, ils reviennent, machin. » Elle m'a dit non. Et le professeur de cardiologie, professeur Fillette, pour le nommer, m'a dit « Tu n'as pratiquement aucune chance. » Parce que j'étais le seul à faire cette expérience. 37 du corps, tu te déshabilles dans un hélicoptère. Déjà, un hélicoptère, ça tourne, tu vois, les hélices te mettent du froid. Il faisait 8 degrés dehors. En une fraction de seconde, j'ai sauté de 13 mètres, puisque je voulais le 13. Je suis arrivé dans l'eau. Je me suis ni posé la question si j'étais vivant ou mort. J'étais. Être ou ne pas être. Les mecs me regardent et me disent « Est-ce que tu peux ressauter une nouvelle fois ?» Moi, j'étais hyper heureux de l'avoir fait. Je dis « Ça y est, je suis vivant. » Ils m'ont dit « Allez, saute une nouvelle fois parce qu'au niveau de la caméra, au niveau du saut, voilà, patati, parce qu'ils n'ont aucune conscience, les publicitaires, tu sais, bon, ils sont dans leur monde, à eux, ils cherchent l'esthétisme, bon bref. J'ai des foudrages, j'ai dit ferme ta gueule, tais-toi, garde ta rage pour toi. Je suis arrivé sur le bateau, ils m'ont dit on va recommencer. L'hélicoptère s'est posé juste à côté, je suis remonté dans l'hélicoptère, et là, ils m'ont mis à 13 mètres.
alors qu'il m'avait mis, au départ, on ne me voit pas sortir de la carlingue. Je suis comme ça, je vais sortir puis je sors pas, parce que je vois le bateau comme une boîte d'allumettes. Et je me suis dit, putain, là, je suis très très haut, quoi. Et en fait, ils n'avaient pas fait gaffe, ils m'avaient monté au moins à 25, 26 mètres. Là, ça aurait été gravissime, quoi. J'aurais dit 13 mètres. Alors après, ils m'ont descendu beaucoup plus bas. Ils m'ont mis à 8, 9 mètres. Et les mecs m'ont dit, non, c'est pas assez, comprends, voilà, ça serait plus haut, on a dit 13 mètres, mais c'est pas 13 mètres et tout ça. Je suis remonté dans la carlingue, deuxième saut. Là, je me suis dit, je sentais que mes forces déjà diminuaient. Parce qu'il fallait nager. Et le to-be, Serge Toméré, disait sur son dinghy, repêchez-le, repêchez-le. Et il disait, vous êtes tous des assassins. Repêchez-le, tout de suite. Et le Zodiac tournait autour de moi pour faire des images. Et moi, je nageais dans la glace. On le voit très bien dans le film, parce qu'il n'y a pas de coupure. Hein. On va nager. La glace qui m'explosait la gueule, puisque les bouts de glace rentraient comme ça. Parce qu'il y avait de la glace partout. C'était 84, c'était pas maintenant. Hein. Il y avait les icebergs. Mon iceberg, il faisait 120 mètres de haut. D'ailleurs, celui qui repose ici, là, le chanteur, vous savez qui Gainsbourg. Il est là, Gainsbourg. C'est le seul qui m'a fait une promotion. Et qui a dit... Hors humain a vu les derniers juifs errants, les icebergs. Ça, c'est son histoire à lui, toi. Le mec, c'est un génie quand même, le petit, hein, qui est là-bas. Eh bien, il a dit, bon, et les icebergs faisaient 120 mètres de haut. Et j'en avais 2. Et quand l'hélicoptère est arrivé dans ces baignoires, dans la baie de Jacobson, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, là, ok, là, tu as été trop loin, tu vas vraiment mourir là. Là, c'est... Plus l'hélicoptère descendait, plus je voyais ces icebergs qui montaient en surface, comme ça. Je dis, c'est de la folie. Donc, 120 mètres de haut, tu comptes 6 fois son volume. Ça fait des montagnes de 800 mètres, 700, 800 mètres. Un truc de fou. J'ai plongé là. On le voit très bien dans le film, d'ailleurs. On voit cette muraille de glace. Et je dis, là, tu as été trop loin, tu vas mourir là. Et en fait, je ne savais pas où j'allais. Donc, j'ai fait le saut dans l'inconnu. Donc, je fais sauter les êtres qui viennent, entre guillemets, dans mon théâtre, dans mes stages, dans l'inconnu total. Mon souffle est un souffle totalement inconnu. Totalement inconnu. Alors, la question que je voulais vous poser, que vous avez abordée tout à l'heure, pourquoi les scientifiques n'ont pas reconnu le saut du Groenland? Parce qu'ils n'ont pas reconnu d'abord, excusez-moi, Michel, ils n'ont pas reconnu la publicité. Là, je vais voir Jacques Séguéla, en plus c'est marrant, parce qu'on sait, 31 ans après, on va se revoir. Parce qu'on était, enfin moi j'étais fâché un peu, voilà, l'histoire. Ils n'ont pas reconnu la publicité. Moi, ils avaient fait des cartons énormes. On voyait en slip de bain Homme, parce que c'était pour la marque Homme. Moi, je connaissais Charles Belpomme, qui était le PDG de Homme, malheureusement, qui est mort. Voilà. C'est lui qui avait créé avec sa petite machine à coudre les slips. C'est un mec génial. Après, il a monté sa petite boîte, sa petite usine. Puis après, c'est devenu grand. Il a fait Et puis, voilà. Donc, je l'avais rencontré parce que je faisais beaucoup de magnétisme avant. Mon père était magnétiseur. Et moi, je faisais beaucoup de magnétisme. Et donc, j'arrivais à avoir des résultats aussi par les mains, tout ça. Bon, bref. Puis après, j'ai arrêté parce que ça me fatiguait beaucoup trop. Bref. Et donc, j'avais fait travailler Charles Belpomme et je l'ai présenté à Jacques Séguéla. Donc, lui voulait faire connaître sa marque Homme. Il voulait changer sa marque. Enfin, pas changer sa marque, pardon. Changer de pub. Là, il le faisait dans les Caraïbes avec des mecs hyper musclés. Moi, il le faisait avec un mec fin. Et moi, je lui dis non, mais moi, je veux le faire au Groenland. Parce que j'ai toujours rêvé, tout petit, d'aller au Groenland. Le Nord m'interpellait, le pôle Nord m'intéressait. Et donc, et Jacques, à la dernière seconde, a dit non, on part pas. Parce qu'il a senti le danger. Il a dit, d'abord, on n'avait pas trouvé de pilote. Et en fait, c'est un capitaine de l'armée suédoise qui a pris le manche de l'hélicoptère. Parce que tout le monde avait peur. Pourquoi? Parce qu'on se rapprochait des icebergs. Il faut savoir que les pales d'hélicoptère, quand elles tournent, elles font des vibrations. Et ces vibrations vont dans les icebergs. Les icebergs, c'est des poches comme ça de glace. Ça rentre à l'intérieur, ça explose. Donc c'est extrêmement dangereux pour un hélicoptère parce que des plaques de glace qui se barrent comme ça, comme des fusées. Donc c'était dangereux. Et on a trouvé ce pilote où on voit dans le film où je passe au milieu des glaces comme ça. Donc tout le monde est à risque en même temps. C'était Jean-Paul Janssen qui est mort aussi malheureusement à 40 et quelque chose. Les frères Janssen, c'était 2 caméramans d'Antenne 2, deux jumeaux exceptionnels. Et dans la carlingue, il me disait, tu me promets, Rumain, quand tu auras fini ton saut du Groenland, tu me promets que tu me feras arrêter de fumer. Et je dis, ouais, parce que si tu continues à fumer, tu vas crever, c'est très simple, voilà, physiologiquement et tout ça. Oui, je vais donner du souffle. Et malheureusement, 6 mois après,
il est parti. C'est lui qui avait filmé Jean-Paul, Patrick Edlinger, vous savez, le mec qui montait dans la montagne, pieds nus, mains nues, c'était un ami à moi, qui est mort aussi. Est-ce qu'il s'est suicidé ou il s'est tué dans ses escaliers? Vous savez, ce jeune qui montait à mains nues les montagnes, les falaises. Absolument. Il avait un talent fou, cet homme. Bon, bref, on avait le même, lui c'était Opéra Vertical, on avait le même réalisateur. Bref. Et le troisième saut, ça s'est fait en haut du chalutier. Ils m'ont dit, pour la sécurité des plongeurs, alors qu'ils ne voyaient rien, les plongeurs, c'était la nuit, il est noir pour eux. C'était le Groenland, c'est du vert foncé, toi, donc ils ne voyaient pas, ils avaient peur que je plonge sur eux, de l'hélicoptère. Donc ils s'étaient éloignés, donc la caméra n'avait pas pu prendre les images sous l'eau. Donc pour prendre les images sous l'eau, il fallait que je monte en haut du mât du bateau. Et c'est là que je suis tombé en hypothermie. Là, j'ai senti que la mort arrivait. Et puis je me suis dit, comme quand j'étais gamin, lâche tout, t'accroches à rien. Les 2 mamelles de l'humanité, pourquoi elle va mourir? Parce qu'elle a 2 slogans. 2 mamelles qui disent, ne lâchez rien, accrochez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort derrière. Et devant, derrière et sur les côtés. Donc il va s'accrocher. Et plus il va s'accrocher, plus il va mourir. Et le souffle te fait lâcher. C'est l'art du lâcher, même pas prise, mais de lâcher son être. En tout cas, de lâcher son humain. De le virer. Donc le souffle vous permet à vos patients, je ne sais pas comment... Non, c'est pas les patients, c'est des acteurs. Des acteurs, oui. Des actrices. Donc vous avez une activité théâtrale et artistique. Donc oui. Comment dirais-je, donc le souffle permet de vaincre ses peurs. Est-ce que ça permet de vaincre ses phobies? Ça c'est très intéressant. Quand les gens disent... Justement, je voulais en parler, en fait, dans les week-ends de théâtre que Armin fait. Dans les théâtres, dans les week-ends de théâtre que Armin fait, sa priorité, c'est vraiment dépasser la peur. Et en fait, c'est ce qu'il explique. En fait, on est complètement tétanisé toute notre vie par la peur. Et comme il dit, on ne peut pas la supprimer, cette peur, mais on peut l'effleurer. Et je trouve et justement, on travaille sur ça, sur cette délicatesse de la peur, de l'apprivoiser pour dépasser cette peur. Et donc, il explique très bien à ces théâtres. Et vraiment, j'encourage tout le monde de venir participer à ces théâtres entre acteurs et actrices. Voilà. Humain. Je voulais rebondir sur le... Attendez, parce que je voudrais, excusez-moi Michel, je voudrais rebondir par contre sur ce que vous m'avez dit sur la peur. C'est très intéressant. Bon, actuellement, on dit même pas peur. Les gens disent même pas peur, même pas peur. Et moi, je dis même pas peur est un leurre. Est un leurre que dit la mort. C'est-à-dire que tout le monde a peur. Notre peur, on l'a. C'est notre émotivité, notre émotionnel, notre débordement émotionnel. On est surpris. Par exemple, tous ces gosses qui se sont fait avoir au Bataclan, par exemple, ils ont été surpris. La peur est venue après, et même pendant. Mais si vous voulez, la peur, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous échappe, quelque chose que... C'est le choc émotionnel face à une situation que vous ne pouvez pas maîtriser. La peur, il faut la connaître, il faut l'aimer. Je dirais même, il faut avoir de l'amour pour la peur. Il faut la connaître. Il ne faut pas dire « Ah non, moi, j'ai pas peur ». Si, on a peur. Moi, j'ai eu peur. Mais cette peur, j'ai cherché d'où elle venait. Elle vient de mes traumatismes, de mon père, de ma mère, de mon grand-père, de ma grand-mère, de ce qui est un fardeau pour moi, un poids dans mon dos. Vous allez voir, parce que quand je vous parlerai du souffle, je parlerai du dos. Parce que les gens ont mal au dos, les gens respirent par devant, prennent du souffle par devant, mais jamais par derrière. Moi, je travaille mon souffle par derrière. J'adore le côté arrière. Arrière tout et pas avant tout. Ça, c'est un autre problème. C'est pour ça que l'humanité va droit dans le mur, parce qu'elle dit avant tout, mais elle ne connaît pas son arrière. Elle ne connaît pas ses arrières. On dit ses arriérés. C'est très important, les arriérés. Les anciens, ceux qui étaient avant nous, les connaître. La peur, pour revenir à la peur, c'est la surprise, l'effet de surprise. J'ai peur. Mais j'ai peur de quoi? J'ai peur déjà de ma propre mort. Le souffle vous enlève ça. Le souffle vous enlève ça dans le sens où vous allez prendre de l'extériorité en vous. Vous allez prendre les âmes avec vous, les êtres avec vous. Vous allez prendre les animaux avec vous, les végétaux, tout ce qui est existant sur cette terre.
Dieu ou pas Dieu, peu importe, en tout cas toutes ces forces informelles nous ont mis sur ces terres. Nous vivons sur une terre de combat, nous sommes tous des combattants, nous combattons tous la maladie, on dit combattre la maladie, combattre la vieillesse, combattre ci, combattre là. Et la peur est au milieu de tout ça. C'est elle le joker. Le joker, c'est la peur. C'est notre joker. Alors ce joker, il faut en faire quelque chose de fort, de puissant. C'est-à-dire qu'on va l'inverser, c'est pour ça que je parle d'inversion constamment, parce que le souffle nous permet cet échange entre la peur et nos traumatismes. À partir de ce moment-là, est-ce que j'aurais peur? J'aurais moins peur parce que je calmerais mon émotivité. Un homme et une femme, quand ils se rencontrent, il y a de l'émotivité. Il suffit que la femme soit belle ou le mec soit beau. Il y a cet émotionnel qui se met en marche en disant, il y a même des hommes ou des femmes qui ne peuvent pas faire l'amour du premier coup ensemble parce qu'ils sont émotifs. Ils sont émotifs par la grâce, par la beauté, par l'intelligence, par des tas de choses qui échappent à la personne. Alors la peur, il faut être préparé. Je dirais par exemple en Israël, ils sont préparés parce qu'il y a du terrorisme partout là-bas. Ils sont obligés de faire attention aux enfants, aux femmes, à tout le monde parce qu'ils sont dans une situation précaire. Ils sont aussi entourés d'amis, mais d'ennemis aussi. D'amis et d'ennemis, on a tous des amis et des ennemis. Mais là, ces ennemis sont extrêmement dangereux. Donc il faut être en état de vigilance parfaite. Le souffle amène cette vigilance pratiquement parfaite. Parce qu'elle nous calme, elle nous enlève notre émotivité, et surtout, je m'enlève de ce mot humain qui est lourd de conséquences, très lourd de conséquences, que ce soit philosophiquement, physiologiquement, on nous met un plâtre sur notre corps. J'appartiens à l'univers, mon souffle. Vous vivez, je vous pose une question à tous ici, nous vivons exclusivement par le souffle. Maintenant. On ne vit pas par notre intellect, on vit par notre souffle. Bien. Si je coupe le souffle, si je vous étrangle, voilà, c'est fini, vous n'existez plus. Si on enlevait l'air d'ici, de cette pièce, on serait tous morts. Donc, le souffle en premier. L'esprit, le souffle. Tout le reste passe en seconde position. Sauf que l'intellect nous a bouffé la cervelle. Donc, la grande civilisation serait la grande civilisation du souffle. Tant que le souffle ne sera pas là, nous aurons une grande part d'être assassins au fond de nous-mêmes. Si je coupe le souffle à monsieur, si je l'ai travaillé, je ne peux pas lui couper le souffle parce que je connais, surtout moi, je ne l'ai pas appris par le yoga, ni par le tai chi, je l'ai appris par la souffrance. Pourquoi je vais lui couper son souffle? Je vais essayer de lui donner au contraire du souffle. Je donne donc du souffle, entre guillemets, aux êtres, pas à l'humanité, mais aux êtres existants. Voilà, c'est comme ça que je vois le souffle. C'est la chose qui n'est absolument pas, c'est l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît absolument pas du tout. C'est ce souffle. La respiration, tout le monde la connaît. Parce que nous sommes des machines, nous allons reproduire donc des machines, puisque l'homme reproduit ses machines, puisqu'il est une machine lui-même. Donc il va reproduire. Gurdjieff l'a dit avant moi, il avait raison, j'aime beaucoup cet homme de réflexion et de haute valeur pour moi. Il a dit, nous sommes des machines. Ah oui, non, mais c'est pas vrai, je marche, je cours, j'ai une pensée, mais vous êtes des machines. On respire tous on respire le tout, le rien, je sais pas, mais on respire mal en tout cas, très mal, très mal. D'où les enfants maintenant, les femmes boivent, fument, ça appartient à l'humanité, se droguent. Et je voudrais terminer aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on est tous en état de drogue. Quand on me dit ce corps humain, allez, posez-moi la question si je me drogue. Allez, posez-moi la question. Corps humain, est-ce que vous vous droguez? Oui, bien sûr, je me drogue, mais je sniffe même. Je sniffe si je la... Je sniffe plus qu'un mec qui prend de la cocaïne. Voilà. Donc, je suis un dealer. Or humain est un dealer. Je deal mon souffle, je vends mon souffle. Je vends ma réflexion, mon hypersensibilité, mes explications, ma philosophie, ma poésie sur le souffle. Donc, je suis un dealer de souffle. Je vends mon souffle. Voilà. Mais m'appartient pas le souffle, ça ne m'appartient pas. Mais pas la méthode, mais l'expérimentation, je la vends. Mes expériences, je les vends. Justement,
Quels sont vos rapports avec l'argent? Parce que tout à l'heure, en 1984, vous aviez accepté Le premier connard qui de va me faire dire que l'argent une- n'existe pas, je suis désolé, mais l'argent, c'est l'humanité qui l'a mis au point. Avant, il y avait le troc, il y a l'argent. J'ai rien contre l'argent, moi. L'argent, on a tous besoin. On a banni l'argent. Ah bon, très bien. Qui l'a banni? Alors, allez, je ne vais pas être méchant, mais le catholicisme, plus ou moins, au départ, l'a banni. Mais il n'y a pas plus riche que la papauté, je veux dire. Donc, où est l'histoire dans cette histoire-là? L'argent, elle circule autant dans le Vatican qu'ailleurs. Donc, voilà. Enfin, bon, il faut être quand même juste dans l'histoire. On a tous besoin d'argent. On peut s'entretuer aussi pour l'argent. On peut aussi faire de belles choses avec l'argent. On peut sauver quelqu'un avec de l'argent. Des médecins, des grands médecins vont pouvoir sauver aussi quelqu'un parce qu'il faut du matériel, il faut de l'argent. Enfin, je veux dire, l'argent est illimité. Contre l'argent, c'est stupide. C'est que je ferai une passion avec l'argent. Tout ce qui est contre est avec. Donc, non, je ne suis pas contre l'argent. L'argent est nécessaire. Mais je vis sur ces terres. On a mis l'argent au point. Il y a des financiers, des banquiers. L'argent circule. Des fois, circule très mal. Des fois, circule. Il faut donner de l'argent aussi à ceux qui n'en ont pas. Oui, moi, je suis pour. Ça m'arrive de voir des SDF dans la rue et de donner, je sais pas, moi, 2 euros, 3 euros. Après, s'ils se saoulent la gueule, c'est pas mon problème, c'est leur problème à eux. Moi, je suis pas là pour faire de la morale sur quoi que ce soit. Mais je crois qu'il faut aider l'autre aussi avec l'argent. J'aime bien cette compassion. Je suis un compassionnel, bien sûr, sinon je ne pourrais pas donner du souffle. Ce serait impossible. À des enfants malades, c'est mon rêve. Si j'ai les médecins qui m'emmerdent pas trop, mais je pense qu'un jour je le ferai. Je voudrais donner pour la mycoviscidose, par exemple. Je suis sûr que mon travail de souffle pourrait aider la mycoviscidose parce que ça fait cracher. Par exemple, par le nez, on enlève l'hémogliase, l'épaississement du sang, c'est-à-dire toutes les scories qui vont sortir de notre corps. Je ne suis pas médecin, mais que les médecins soient aussi forts que moi à ce moment-là sur leur physiologie. Ils devraient représenter la santé, ils sont à des années-lumière de représenter la santé. Après, ils ont la technique, ils ont la connaissance et ils ont le pouvoir. Je ne vais pas être contre eux, on a besoin de la médecine. Oui, on a besoin de la médecine. Mais il y a aussi des autres, dans le parallèle, qui ont cet amour de sauver des gens, de les aider, qu'on les laisse tranquilles. Il y a des herboristeries, on ferme les herboristeries. Les plantes font partie de l'homme, c'est une sagesse, les plantes, les Cocteau avec ses plantes, avec ses simples, comme il expliquait. Putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Moi, j'ai été voir Cocteau là-bas, parce que j'adore Cocteau. J'adore Jean Marais, j'ai vu Jean Marais sur scène, tout ça. C'est des êtres qui m'ont nourri, qui m'ont ému, qui m'ont fait pleurer. Des Brel, des Brassens. Moi, j'ai été élevé avec Brassens, j'ai été élevé avec Brel, j'ai été élevé avec Léo Ferré. Avec tous ces gens-là, c'est très émouvant de parler de ces gens-là. J'ai adoré Bachung. J'étais faire de la corde à sauter à côté de Bachung au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, alors je saute sur les tombes avec ma corde à sauter pour faire revivre les disparus. Voilà, j'ai un contact avec les disparus très très fort. Puisque moi-même j'aurais dû être un disparu, mais quelque part je suis là et pas là. Je suis très fantôme, très très fantôme. Vous croyez à l'hypnose régressive, puisque vous parlez des disparus, des vies antérieures? Oui. Oui. Oui, oui, absolument. Alan Kardec, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis monté sur son sorte de menhir, une sorte là-bas, Alan Kardec. Il est au Père-Lachaise. Et je suis monté avec mes chaînes, et j'ai sauté à la chaîne au-dessus de lui, puis j'ai fait vibrer un peu son établissement, et j'ai sauté à la corde aussi. Alan Kardec, j'aime beaucoup. En plus, il habitait rue Sala. Il était rue Sala à Lyon. Il habitait juste à côté de chez mes parents. C'est un truc de fou furieux. Il a sa petite... voilà, il a fait ses écoles après au Brésil et tout ça. J'aime beaucoup Alan Kardec. Mais moi, je parle avec les disparus. Hein. Ah oui, je parle avec les disparus. Tous mes potes, je parle avec eux. Il n'y a aucun problème. J'ai pas de problème, moi, avec les disparus. Je dis simplement que j'appelais ça... moi, je suis hors humain, président résilient, illuminator de la hors-mort. Je ne suis pas un illuminati, mais je suis un illuminator. C'est apostrophe H-O-R-S. De la hors-mort. Je suis pour la hors-mort. Mon souffle, j'ai décidé qu'on ne meurt pas avec ce souffle-là. Il nous amène plusieurs existences, pas une, plusieurs. Donc, j'aime bien faire revivre les gens, leur donner le goût de l'existence. Pour moi, la mort n'existe pas, c'est un leurre, hein, c'est totalement un leurre. C'est pour ça que les gens meurent, ils ont peur. L'homme qui a déjà peur de la mort est déjà mort. Hein. Donc, la mort, c'est un leurre pour moi. Pour terminer, juste, si on peut se permettre, si vous estimez que vous n'êtes pas de disciples, est-ce que vous avez des concurrents?
comme Racoul. Alors moi j'ai que des concurrents, parce que je suis en tant qu'Orima, je n'ai que des concurrents. Comme Swami, des concurrents. Nityananda. Oui, bah c'est mes copains, mais je m'en fous, moi, de Swami, c'est pas... Merci. C'est des gens que je respecte. Moi, je respecte tout le monde, je respecte même mes ennemis. Tant qu'ils assassinent pas les autres, tant qu'ils bousillent pas les enfants. Moi, je suis pour le monde de l'enfance. Je suis resté un sorte de Peter Pan. Voilà. Je suis resté dans... Regardez, moi, je vous vois habillé. Ça me fait penser à la Commedia dell'arte, par exemple, là. Très, très côté italien chez vous. Oui. Voilà. Jacques Sellada disait de moi que c'était Mary Poppins. Ah, mais j'adore. Alors, c'est marrant.